La réalité, elle est là. Faut pas avoir peur de se lancer. Il faut pas avoir peur de comparer non plus. J'ai 0 €, j'ai juste envie d'être riche. Donnez-moi de l'argent. Alors là, je pense pas que ça fonctionne. Aujourd'hui, il faut être clair. Tu peux dire ce que tu veux. Le banquier, il va pas te dire c'est super, on va t'aider à investir. Faut être clair. J'ai acheté mon premier appartement, j'avais 21 ans. Oui, donc, à l'époque, c'était pas monnaie courante. Aujourd'hui, ils veulent tous acheter. Voilà. Moi, j'ai un de mes collaborateurs à 21 ans, il est déjà propriétaire, etc. Et c'est rare. Je me dis, c'est bizarre. Mais il fait de l'invest, il fait des podcasts, il explique les choses. C'est drôle. Voilà. Les leads n'arrivent pas naturellement dans les réseaux. On s'est vraiment dit, nous, on va faire en sorte que tous les leads, on travaillera vraiment pour amener le lead parce qu'on sait que dans l'immobilier comme ailleurs, la guerre, c'est le lead. Salut Xavier, bienvenue dans le podcast des leviers de la liberté. Salut Thibaut, tu vas bien ? Écoute, ça va bien, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui. C'est la première fois qu'on va ouvrir le spectre au niveau des interviews à des professionnels. L'idée, c'est que j'interviewe plus forcément uniquement que des solopreneurs immobiliers, mais qu'on aille voir aussi un peu les nouvelles solutions, les nouveaux réseaux, les nouvelles startups qui émergent, les nouvelles solutions. Sur ce podcast, la ligne édito, c'est de voir comment on peut faire le 0 à 1 million de patrimoine immobilier. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que c'est la ligne que je déroule. On va essayer d'en sortir un peu aujourd'hui. On va essayer de parler d'autres choses. On va essayer de parler d'actu. On va essayer de parler de construction de maisons parce que j'ai cru comprendre qu'on avait un intérêt commun et une passion commune. Et en plus dans la même région. Donc voilà un petit peu le programme pour aujourd'hui. Ça te va ? Ça me va bien. Ok, super. Écoute, ce que j'aime bien poser comme première question un peu, c'est comment t'es arrivé toi dans le domaine de l'immobilier ? Est-ce que t'as fait des études dans l'IMO ? Est-ce que t'as commencé par l'investissement ? Essaye de nous raconter la première fois où tu as été confronté à ce marché. Allez, à la base, je viens pas de l'immobilier, je viens de la sommellerie, ce qui n'a rien à voir. Voilà, donc j'ai commencé tout simplement dans l'hôtellerie-restauration et la sommellerie. Et puis, le fait d'une rencontre, je bossais pour le groupe Baccarat, j'ai fait une rencontre et je suis rentré d'abord dans l'immobilier entreprise pour le groupe MacArthur Glen, voilà, tout simplement. Et j'ai commencé en commercialisant des cellules à ciel ouvert dans des centres commerciaux, voilà, pour des grandes marques type Lacoste, etc., Sephora. Et puis ensuite, j'ai évolué dans l'immobilier entreprise et puis ensuite, j'ai évolué dans l'immobilier classique. Et à partir de là, en fait, j'ai repris mes études et j'ai eu ma carte T, carte G et maintenant, ça fait plus de 20 ans que je fais de l'immobilier dans différents réseaux. Et donc, tu as fait quoi ? 10 ans dans l'immobilier commercial, 10 ans dans l'immobilier plutôt parti ? J'ai fait, oui, c'est à peu près, j'ai fait plus, même 12 ans. 12 ans dans l'immobilier d'entreprise, mais comme on était en tête de réseau, tu faisais aussi de l'immobilier classique, en réalité. Donc, on va dire qu'à mon actif, ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que je fais de l'immobilier sur transaction, gestion, pas de syndic et tout ce qui est construction de maisons individuelles. Ouais. Ok, super. Et je crois que du coup, récemment, donc là, ta nouvelle aventure, raconte-nous un petit peu où t'en es dans le parcours. Oui, écoute, je dirigeais en fait la coopérative Orpi depuis quelques années. Et effectivement, j'ai été chassé par un autre réseau qui est un réseau belge qui s'appelle aujourd'hui WeInvest, voilà, qui a 10 ans, qui a fêté ses 10 ans au mois d'avril, qui fait partie des 3 plus gros réseaux en Belgique. Voilà, on a une émission de télé qui s'appelle Je vends ma maison, etc., un peu comme Stéphane Plaza en France. Voilà, donc on est assez leader et en fait, ils ont eu pour objectif avant 2030 de développer différents pays et en priorité la France. Et dans ce cadre-là, ils sont venus me recruter pour développer tout le pays français en fait, en réalité. Voilà. Ok, super. Et on est sur un modèle un peu différent, c'est-à-dire que moi je suis convaincu, j'ai des convictions. Je pars du principe que l'immobilier, dans la transaction dans l'ancien, en tout cas où les réseaux traditionnels sont un peu anciens, c'est-à-dire qu'on voit que le client final aujourd'hui, il a besoin d'autre chose. Il a besoin de rapidité, d'un accompagnement un peu différent. Et c'est aussi pour ça que les réseaux de mandataires sur les 15 dernières années ont pénétré le marché français. Et que par exemple en Belgique, tu le retrouves pas, on n'a pas du tout de mandataires. Et en fait, je m'étais dit, moi j'ai envie de proposer une offre qui soit plutôt en France hybride, qui puisse s'adresser à la fois à des mandataires, mais aussi à des réseaux d'agents traditionnels, mais qui cherchent un peu de la nouveauté, à mieux communiquer sur les réseaux, parce qu'on le sait bien aujourd'hui, tout se passe sur le digital. Et je trouvais que dans l'immobilier, on était très en retard. Voilà, donc on a vraiment voulu axer sur cet élément-là. C'est cool, on en parlera de ça parce que moi, c'est un peu ce qui m'avait frappé. On s'est croisés en soirée networking sur Paris et j'ai vu que vous aviez un style vestimentaire assez sympa. Vous étiez là avec toute l'équipe. C'est les papiers. C'est ça. On a une petite marque de fabrique, c'est de se dire qu'on aime faire de l'immobilier professionnellement, mais sans être conventionnel. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a toujours tendance à rendre les choses un peu trop graves en France. C'est-à-dire qu'on a des carcans, on doit pas tutoyer, etc., etc. Et je trouve que ça, c'est complètement désuet. Dans mon cas, par exemple, souvent en émission de radio ou ailleurs, on me dit là, on va se vous voyer, même les journalistes. Aujourd'hui, je tutoie tout le monde et je pars du principe que c'est pas grave. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des codes. Et je dis toujours, nos clients, on doit être un peu leur personal shopper. Et je trouve que dans l'immobilier classique jusqu'à présent, on a un peu du mal à passer un peu cette barrière. Et je trouve qu'aujourd'hui, apporter un peu de fun, un peu de modernité, ça ne peut pas faire de mal, quoi. Parce qu'aujourd'hui, nos clients ont rajeuni, ils ont changé. L'immobilier, faut être clair, on s'y intéresse de plus en plus tôt. On a des jeunes aujourd'hui qui ont 20-25 ans, qui n'ont pas les moyens d'acheter à Paris, mais par contre, qui sont propriétaires en province ou ailleurs. Donc on voit bien aujourd'hui qu'on peut
alors qu'avant c'était impensable. Avant, tu te disais, bah voilà, je vais être propriétaire de ma RP et puis après je verrai. Bah non, aujourd'hui tu peux te retrouver locataire d'un bien et pour autant propriétaire d'un bien à l'invest ou d'une fraction de bien ou d'investir dans la pierre, etc. Donc on sent bien qu'il y a eu une évolution ces 10 dernières années. Ouais, c'est clair. Mais moi, c'est ce qui m'avait frappé, votre côté un peu détendu. C'est ce qui m'avait donné envie de t'inviter parce que je voyais que. Alors détendu, c'est parce que tu bosses pas avec moi. En tout cas, sur l'image que vous voulez transmettre et la façon de vous présenter en soirée, on ressent ce côté un peu, on veut faire de l'immobilier sans vous voyez. Ce que tu dis, je trouve que je l'avais ressenti. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on peut tout simplement tout dire à un client, on peut tout faire, on peut rester simple. Et je pense qu'avant tout, le client, il a besoin de simplicité, de sincérité, d'honnêteté, et on n'a pas besoin de compliquer, de complexifier les choses. Je trouve que, entre guillemets, la vie est déjà bien assez difficile. Déjà avant Covid, après, n'en parlons pas. Je trouve que le milieu de l'immobilier en tant que tel est pas simple. Donc, je trouve que aujourd'hui, c'est beaucoup plus agréable d'avoir un sourire, de dire les choses que de rester dans son coin et d'être collé-monté. Voilà. Ouais, c'est clair. Et on parlera aussi de votre façon de communiquer un peu, parce que moi, j'ai eu des brides là. J'ai pas tout regardé encore en ligne, mais je sais que vous avez cette volonté d'avoir une com un peu plus sympa, un peu alors, c'est notre moins ADN. Corpo, et que c'est dans votre ADN. C'est dans notre ADN. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est vraiment dit que je pense qu'on peut rénover en tout cas et améliorer le marketing digital dans l'immobilier, voilà, à l'instar d'autres métiers par rapport à la data comportementale, etc., où on est très en retard. Chose que, par exemple, dans la grande distribution, aujourd'hui, tu le vois bien, tu commences à regarder sur Amazon ou ailleurs des chaussures, hop, tout de suite après, t'es tagué, voilà, tout de suite t'es fliqué, tu sais où tu vas, etc. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a tout un système pour apporter des leads de manière beaucoup plus intelligente, beaucoup plus naturelle. Et dans notre manière de communiquer, aussi, on a voulu être plus proche de notre client, plus simple, plus sincère et un peu plus humoristique. Voilà. Là où, justement, on a toujours tendance à être très sérieux, on s'est dit non, mais en fait, ça nous ressemble pas. Et je pense qu'en réalité, on doit faire ce qui nous ressemble. Et en fait, on a aussi l'équipe qui nous ressemble. Ok, ouais, c'est cool. Et c'est quoi cette émission, là, tu me disais, de télé que vous avez en Belgique, ça s'appelle Je vends ma maison. Voilà, ouais. C'est une émission qui passe sur RTL9, qui est un grand média. C'est la 6e saison. On est reparti pour 2 saisons, voilà, avec eux. Et en fait, c'est une émission. En fait, on rénove des biens. Ok, oui, c'est la même ligne édito. Oui, c'est à peu près la même ligne édito qu'en France, tout à fait. Ok. Voilà, et ça marche très bien. Et c'est aussi ce qui nous a permis d'être hyper vite, beaucoup plus vite connus sur la partie bruxelloise, parce qu'à la base, le concept vient de Bruxelles. Et on le voit bien, c'est-à-dire qu'une histoire très drôle. Un soir, je suis au restaurant. On est à Bruxelles dans une brasserie. Alors moi, je connais pas trop. Et puis je suis avec des collaborateurs. Et on a des pulls Winvest. On a carrément un étudiant qui passe. Il dit vous pourriez me donner votre pull Winvest, etc. Parce que demain, je suis en cours. Ce serait trop bien et tout. Et donc, du coup, on lui a donné le pull. C'était vraiment drôle. Et je me suis dit, waouh, ça n'arriverait pas à Paris, quoi, par exemple. Voilà, donc sur un réseau immobilier. Donc, voilà, et c'est vrai que au-delà de ça, la différence aussi, c'est que on a un développement en Belgique qui est en franchise, mais parallèlement à ça, on a notre propre agence au siège. Donc, on est aussi agent immobilier au siège sur notre activité, ce qui nous permet aussi de garder la main et entre guillemets le pied et le corps sur le terrain. Voilà, ça c'est toujours important. Donc, on n'est pas décorrélé non plus de la réalité. On vit la même chose que nos agents immobiliers ou nos mandataires qui nous rejoignent. Ok. Et vous avez un côté, il me semble que on avait évoqué, vous avez un côté communautaire ou Oui, c'est-à-dire qu'on a basé une communauté sur le fichier commun où on a mélangé à la fois des mandataires et des agents immobiliers. Là aussi, c'est quelque chose d'assez rigolo. On a trois principaux syndicats en France, comme la FNIM, l'UNIS et SNPI, et on se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, des syndicats comme la FNIM aujourd'hui te disent, non, nous on veut pas de réseau de mandataires, etc. Et pendant 15 ans, depuis la naissance des mandataires, il y a eu une guerre où l'agent immobilier disait, non, moi je suis carté, je suis agent immobilier, le mandataire aujourd'hui ne sait pas travailler, alors que dans les faits, 15 ans plus tard, 25% des parts de marché dans l'immobilier sont détenues par des mandataires. Donc on voit bien qu'ils ont pénétré le marché, que le client avait besoin de plus de légèreté, d'une façon de faire les choses un peu différemment, et qu'on se dise des choses, particulier aux professionnels et surtout particulier. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est l'agent qui va avoir le meilleur bien au meilleur prix et qui va vendre dans les conditions les plus favorables et qui va être le plus pro. Donc en réalité, à un moment ou un autre, on est bien drivé par l'offre et la demande. Donc voilà. Ouais, c'est clair. Ok, cool. Et toi, en tant que particulier, du coup, je crois que tu m'as dit aussi que tu étais investisseur. C'est-à-dire que comme tout le monde, je grandis, j'ai fait mes erreurs, mes premières acquisitions, etc. Puis maintenant, avec le temps, c'est vrai que je me concentre un peu plus sur tout ce qui va être projet de construction. J'aime acheter des terrains, directement faire construire et revendre, voilà, quelques temps après, parce que je trouve que c'est encore là où on peut faire des plus-values assez intéressantes. Par contre, on le fait aussi bien quand on a quand même un peu de cash au départ, parce que quand on est primo-accédant, il faut pas l'oublier, ça c'est vraiment un petit conseil, je dis toujours quand on est primo-accédant, et surtout avec aujourd'hui les taux, parce qu'on est quand même passé de 1 à 3,70, 3,80, même si la BCE a annoncé que ça allait baisser. Toujours vaut mieux s'orienter quand on est primo-accédant vers un bien avec de la rénovation énergétique, parce qu'aujourd'hui il y a pas mal de petites aides autour de cela, et viser en deuxième acquisition peut-être la construction, parce qu'on oublie souvent que quand il y a une construction, c'est pas juste la maison. Au-delà de ça, dans la commune, vous allez avoir la taxe d'aménagement, ensuite il va falloir payer le portail, les bordures, il faut mettre un peu de gazon, etc. Et on se rend pas compte, mais des fois, c'est un budget important et ça peut même revenir à avoir pratiquement peut-être 30 à 40% du prix total
total de la maison. Donc je dis toujours attention, parce qu'en plus, le banquier va pas vouloir refinancer un prêt complémentaire. On peut être toujours un peu ric-rac quand on est primo-accédant. Et puis on n'a pas forcément en ce moment les mêmes aides qu'on avait à une époque. Voilà, donc je dis toujours, il faut être vigilant et qu'il faut toujours acquérir entre un bien à construire ou entre un bien sur plan et un bien à la rénovation en fonction de nos finances et où on en est au moment, quoi. Et donc c'est vrai que maintenant, j'ai plus de plaisir à construire parce que j'aime regarder, étudier les travaux, etc. Et parce que j'ai aussi un partenariat avec un bon constructeur. Ça aide aussi. Le relationnel, et je dis toujours, le réseau, c'est important. Ouais, c'est clair. Et pourquoi, du coup, c'est marrant parce que t'en es arrivé un peu au même réflexion que moi, un peu de locatif, et tu te dis, ouais, c'est la construction où il reste encore un petit peu de marge. Moi, j'ai complètement aussi cette même stratégie en tête. Qu'est-ce qui t'a bloqué dans le locatif? C'était la gestion, le temps à passer? Non, ce qui m'a bloqué par le locatif, c'est aussi un truc qui est bien connu chez nous, c'est les impôts. On dit toujours, plus tu gagnes ta vie, plus tu payes des impôts, c'est normal de payer des impôts. Et auquel cas, je suis complètement OK avec ça et je trouve que c'est plutôt vraiment bien d'en payer. Parallèlement à ça, quand tu ajoutes des revenus complémentaires à ton imposition, si elle est déjà un peu forte, en fait, tu vas plutôt être dans une dynamique, qu'est-ce que je peux trouver ou faire sur le marché pour réduire mon imposition, en réalité. Voilà, donc parce qu'il n'y a pas qu'un seul moyen et il faut aussi regarder où on en est à l'instant T. C'est-à-dire que quand tu as 20, 30 ans, t'es tout feu, tout flamme, tu te lances, etc. Donc là, ça peut être intéressant. Par contre, sinon, quand tu veux faire un peu de locatif et tout, il faut regarder si tu peux faire des investissements de Normandie ou du Girardin, ou parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans certains cas, le Pinel ne peut plus être même du tout intéressant, selon le profil d'investissement que tu peux avoir. C'est clair. Voilà, parce qu'à un moment, tu te dis, tiens, je vais peut-être investir dans des parts de forêt, parce que la forêt, ça va me permettre de pouvoir défiscaliser, etc. Donc, ou dans des monuments historiques. Donc, tout dépend en fait de ton niveau de revenu et où t'en es aussi à un moment T de ta vie, quoi. Voilà, donc. Et qu'est-ce qui fait du coup, par rapport à ces revenus, la construction, elle est devenue plus intéressante parce que tu l'es fait sur quelle forme, toi, en perso ou tu l'es alors, fait en pro? Non, je l'ai fait plutôt perso, c'est-à-dire que ce que je fais aujourd'hui, faut être clair, en 15 ans, j'ai dû déménager 8 fois, ou 7 fois, je crois, voilà. Je vous remercie les amis de m'avoir aidé. Mais la vraie problématique, c'était de me dire à un moment, dans mon cas, je vais jouer plutôt dans un premier temps sur ma RP. Ouais. Donc du coup, en fait, qu'est-ce que je faisais? Je trouvais un terrain que je négociais bien, et puis derrière, en fait, je vois plusieurs constructeurs. Je dis toujours, il faut toujours en voir plusieurs pour savoir où on met les pieds. Et arrivé à un moment, ça me permettait de visser un maximum les choses. Et comme on achetait dans des communes qui sont plutôt intéressantes, ça nous permettait tout de suite, le prix de l'immobilier était bien au-dessus. Donc en revendant un an et demi après en RP, t'avais pas de plus-value derrière, et ça te permet de récupérer un billet net que t'aurais pas eu en termes d'investissement si tu l'avais gardé longtemps ou si tu l'avais pas fait comme ça. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si on regarde juste le marché de l'Île-de-France, dès que tu veux 150 mètres carrés avec 500 mètres carrés de terrain, c'est vite entre 600 et 900 000 euros, selon les communes où tu es. Si tu veux rester à moins de 30 km de Paris, objectivement, quand tu fais les visites, des fois tu te dis, attends, en réalité, je vais au moins avoir entre 50 et 80 ou 100 000 euros de travaux. Quand tu ajoutes également les frais de notaire, parce qu'il faut pas l'oublier, les frais de notaire, c'est pas neutre non plus. Alors que des fois, dans la construction, les frais de notaire, tu les payes que sur l'assiette du terrain. Même s'il y a la taxe d'aménagement, il faut toujours se renseigner de la taxe d'aménagement sur la commune, parce que même si c'est une petite commune, si elle a prévu de mettre en place une école ou des choses, ça peut très vite chiffrer. Je crois que la dernière, dans mon cas, on m'avait dit, t'inquiète pas, c'est 5 000 la première fois. Je dis, c'est génial, c'est 5 000. Ça nous a coûté 16 000. Donc tout ça, il faut le budgétiser. Voilà. Donc faut pas croire que c'est pas parce que t'es pro de l'IMO que tu fais jamais d'erreur. Voilà. Celui qui te dit, je suis un pro de l'IMO, j'ai réussi à tant de patrimoine, j'ai fait aucune erreur. Écoute, moi, à ce moment-là, je veux bien que ça soit mon mentor, même à 45 ans. Parce que, en fait, moi, ça m'arrive, je fais des erreurs et j'en ferai encore, quoi. Voilà. Ouais, c'est clair. Mais c'est marrant que tu parles de la résidence principale. Moi, c'est un sujet que j'évoque souvent. J'ai l'impression que sur Internet, les investisseurs sont omnibulés depuis des années sur la coloc, le Airbnb, le LMNP. Et moi, c'est vrai que j'ai une vision business IMO, genre j'aime bien les basiques simples. Et je trouve que on essaye souvent de faire des usines à gaz pour défiscaliser, c'est dur à gérer, etc. En fait, je trouve que faire une construction, parfois, c'est plus simple et ça demande même moins de temps que je sais pas, de gérer un immeuble de rapport dans le Nord quand t'habites à Paris et que t'as plein d'emmerdes et que c'est des locataires. Alors quand t'as un immeuble dans le Nord et que t'habites à Paris, par exemple, si tout se passe bien, tu passes par une agence traditionnelle qui fait de la gestion locative et du syndic qui va te gérer ton bien, et là, t'auras pas de problématique par rapport à ça. Et il y a de très bons professionnels, donc ça, c'est aussi le but. Mais sinon, il y a d'autres systèmes en ligne. Par contre, par rapport à ça, j'ai envie de dire, ça va aussi dépendre de ton profil. Il y a des gens aujourd'hui, des personnes, et c'est normal, c'est louable, elles sont pétrifiées par l'idée de la construction. Voilà, aujourd'hui. Et je ne connais pas une personne qui me dit, j'ai fait un projet de construction, c'était l'horreur, ma fenêtre était pas au bon endroit, la prise était pas à mon bon endroit, j'ai eu peur, ça allait pas. En fait, le vrai secret, c'est quand tu fais un projet de construction, en réalité, il faut pouvoir y aller tous les 2-3 jours. On pourra me dire ce qu'on veut, mais si tu vas pas tous les 2-3 jours, même quand tu as un archi, c'est là où les boulettes, elles vont arriver. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, il faut le conducteur de travaux, il faut pas le lâcher. Voilà, c'est tout. Parce que tu sais très bien que quand tu as signé ton contrat, ton CSMI, le contrat de construction de maison individuelle, tu sais très bien que ton commercial, il va
s'effacer. C'est une réalité. Il va repartir sur le terrain pour aller chercher d'autres clients et faire d'autres projets. Donc, par contre, le conducteur de travaux, généralement, il ne veut pas te donner son numéro de portable. Voilà, il t'appelle en masqué parce qu'il peut très vite être débordé. Donc, c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas hésiter à passer à l'agence, à faire des mails et à suivre, prendre des photos, etc. Et c'est là où on a le moins de problèmes. Et là, je te rejoins. Auquel cas, c'est pas problématique. Mais ça veut dire qu'il faut ou une personne pour le faire ou un peu de temps pour le faire, où il faut être assez câblé pour se dire, la gestion de projet, c'est quelque chose qui m'intéresse et je sais visualiser les choses et je m'inquiète pas. Voilà. À l'inverse, il y a d'autres personnes qui sont très bricoleurs et qui ont envie d'acheter un bien qui a une âme, etc., où ils vont pouvoir, voilà. Et je pense qu'il y a tout profil. Maintenant, par rapport à ce que tu disais, je pense quoi celui qui dit 0 à 1 million. Bon, c'est un peu la règle des 80-20. Dans 80% des cas, ça marche pas. Et j'ai envie de dire, c'est mon avis, ça n'engage que moi, c'est ma conviction. Rêvez pas, les gars. À un moment, il faut bosser. Si tu bosses pas, ça tombera pas du ciel. Ou alors, tu as de la chance, tu vas toucher beaucoup de sous par un héritage ou autre, et auquel cas, félicitations, et c'est très bien. Et pour autant, il faudra quand même bien gérer ce que tu vas toucher. Mais sinon, voilà. Par contre, dans les 20%, par moment, il y a des gens qui ont soit fait des études en investissement ou qui même, tout d'un coup, ont un petit pécule. Et tout de suite, en fait, vont rencontrer la bonne personne qui va l'aider à faire la bonne acquisition, ou vont tout simplement avoir du nez et vont pouvoir faire des petites acquisitions qui sont en cohérence et vont pouvoir évoluer et monter par rapport à ça. Voilà. Mais tu croises plus souvent des gens qui galèrent que plus souvent des gens qui ont complètement réussi en se disant, voilà, mon premier investissement, ça a été super, j'ai fait ça les doigts dans le nez. Voilà. Puis il y a un autre sujet, on a beau dire ce qu'on veut, c'est le banquier. C'est-à-dire qu'à un moment, tu peux avoir tous les projets du monde, il faut qu'à un moment, le banquier il soit OK. Donc je dis toujours, il faut aussi que tu puisses diversifier tes revenus. Et aujourd'hui, on en est là. Voilà. Par contre, il y a des gens qui ont fait au bon moment, qui sont allés sur les bitcoins, etc., qui ont fait des belles choses, qui ont su ressortir, en bourse aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, le bon investisseur, c'est celui qui va pouvoir en fait avoir des investissements qui sont pas forcément que dans du dur. Forcément, l'immobilier, c'est une valeur sûre, c'est une valeur refuge, et ça va prédominer sur le temps, et ça reste. Parallèlement à ça, je pense qu'aujourd'hui, il faut diversifier ses retenues très jeune pour préparer aussi sa retraite. Ça peut passer par du locatif, ça peut aussi passer par tout simplement du placement en SCPI, de l'assurance vie, du plan épargne retraite, voilà, du LMNP, des choses comme ça. Donc, il faut pas hésiter. Et il faut peut-être pas hésiter à un moment de temps en temps à avoir un professionnel aussi, voilà, notamment pour nous conseiller, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais à un moment. Et le banquier n'est pas toujours le bon. Regarde, tout bête, regarde un peu toutes les offres bancaires en assurance vie. En fait, ils ont pas besoin le banquier n'a pas besoin de ton argent. Tandis que l'assureur, par exemple, en a besoin. Donc, tu auras toujours un meilleur contrat d'assurance vie chez l'assureur que chez le banquier. Et ça, c'est des petites choses toutes simples. Oui, c'est clair. Alors, ça fait beaucoup d'infos. Je vais revenir un peu je vais revenir sur la construction des maisons. Ce que tu dis, c'est parfaitement vrai. C'est pour ça que moi, je l'ai fait plus dans un endroit où je peux passer à minima au moins tous les week-ends. Pas forcément la semaine, mais au moins une fois par semaine. Et j'ai d'autres personnes qui peuvent passer en semaine. Et c'est pour ça que j'ai inventé un espèce de modèle économique où je fournis de l'AMO, en fait, quand j'accompagne les personnes sur la construction. Et donc, en fait, finalement, mon offre d'accompagnement, c'est exactement ce que tu dis. C'est juste que j'amène le bon constructeur et que je fais l'AMO, grosso modo. Tu as maîtrise d'ouvrage. Donc, c'est-à-dire que tu viens compléter le travail du conducteur de travaux et lui taper un peu sur les doigts pour rassurer le client. Ouais, alors j'en ai un qui est tellement bon que j'ai pas trop de travail à faire. Donc, ça, c'est aussi un peu le sujet, parce que sinon, si t'en prends un mauvais et que t'as énormément de travail, tu vas plus être rentable, parce que ça peut te coûter des heures tous les 2 jours. Donc là, tu gagnes plus d'argent. Donc ça, effectivement, suivre son chantier quand tu fais de la construction, c'est important. C'est vrai que si t'as pas le temps soit tu payes un AMO, soit faut que t'aies le temps et que ça t'amuse de y aller. Sinon, c'est vrai que ça. Je crois que ça amuse personne, en fait, sur le fond. Ça amuse peu de gens. Mais dans les faits, il faut le faire. Voilà. Moi, ça m'amuse, moi j'aime bien. Mais parce que t'as cette patte, t'as cette envie, c'est la t'as passion cette affinité. Après, mais après, il y en a qui sont. J'en rencontre beaucoup qui se passionnent pour l'IMO. Il y en a plein qui ont envie quand même de. Mais tu sais, c'est un peu comme dans l'immobilier classique. Hein. T'as différents types d'acheteurs, et t'as un type d'acheteur qui est un peu sachant et qui, en fait, aujourd'hui, en rigolant, on l'appelait à l'époque Monsieur Excel, maintenant on l'appelle Monsieur Shit. Et quand il sort d'une visite, il a presque une note, il se dit, voilà, moi j'irai ici, j'irai pas. Ce type de profil un peu ingénieur sont souvent des très bons profils quand ils ont des projets de construction de maison, parce qu'ils lâchent pas une virgule, tout est super suivi, ils ont un asana, la roadmap elle est claire, ils savent à quel moment, le petit mail, etc. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un projet de construction de maison, je pense qu'il faut surtout être organisé et avoir bien pris le temps de réfléchir sur ses plans. En réalité, la clé elle est là aussi. Voilà. Et il faut au moins, et c'est pas une légende, 3 maisons ou 3 projets pour commencer à être aguerri, savoir un peu qu'est-ce qu'on n'a pas fait qui était bien dans la première, qu'on refera pas comme erreur dans la seconde, pour le troisième, et que ça, voilà, l'expérience. Je pense que la réalité elle est là. Faut pas avoir peur de se lancer. Voilà, il faut pas avoir peur de comparer non plus. De surveiller aussi, parce qu'on n'en parle pas assez, mais aujourd'hui on n'a pas suffisamment de construction de logements en France.
c'est une réalité. On a de plus en plus de parents isolés, de mères célibataires avec des enfants, chose qu'on avait beaucoup moins avant, les gens divorcent plus, etc. Donc on a beaucoup plus de mal à loger, on se retrouve avec des personnes qui vivent carrément en caravane ou autre. Et il y a un élément alors qu'ils travaillent, qui perçoivent un salaire, et qui pourraient se loger, mais que c'est devenu trop cher. Et il y a un élément qui revient, en tout cas je trouve qui revient souvent, c'est de se dire à quel moment on peut concrétiser notre projet. Voilà. Et ça, je pense qu'il faut toujours bien le prendre en ligne de compte. En termes de timing? Oui, le timing aussi. Qu'est-ce que tu entends par là? Quand je dis le timing, c'est-à-dire qu'en fait, faut pas oublier quelque chose. Quand tu te lances sur un projet de construction, par exemple, tu sais que ça va durer 15 mois. Oui, voilà. ok, en termes de temps. Et voilà, de temps. Et par moment, si il y a aussi un sujet, si demain tu dois emménager dans une ville ou t'es muté ou te séparer, le projet de construction, c'est pas pour toi dans un premier temps. Oui, voilà, c'est vrai que sûr. Oui, voilà. si tu sais que tu vas bouger. Voilà, tu vas peut-être passer par la case location avant d'aller sur le reste. Exact. Écoute, super. Ça, t'as évoqué un petit peu aussi le sujet, le 0 à 1 million. On peut l'évoquer un peu rapidement. Tu me disais en gros que tu pensais qu'il y avait 20% des gens qui pouvaient le faire vs 80. C'est sûrement très vrai puisque pour faire le 0 à 1, de toute façon, il faut un bon salaire. Et donc, forcément, tu t'adresses qu'à 20% de la population quand tu parles de faire le 0 à 1M. Donc ça, c'est sûr que là-dessus, moi, c'est mon discours. C'est vrai que sur Internet, il y en a plein qui vont te dire que tu peux le faire avec moins, peut-être, mais sur 30 ans. Mais t'en as plein qui aussi réussissent à vendre des formations autour de cela, pourtant qui connaissent pas l'immobilier ni rien, mais ils te font des formations. En fait, ils génèrent du cash grâce à des personnes qui s'inscrivent, etc. Et ça leur permet, pour le coup, de leur donner un peu de fonds pour aller dans leur projet. Voilà, donc du coup, tu te dis, c'est pour ça que je te dis, des fois, il y a des petites exceptions, voilà, et on nommera personne, mais voilà, je suis d'accord avec toi. T'en penses quoi, ça, des formations? Moi, je suis un peu anti. C'est pour ça que j'ai créé, là, on en parlait juste avant, moi, mon club de networking, parce que moi, personnellement, quand j'ai voulu progresser et m'améliorer en IMO, avoir plus les bonnes astuces, trouver de la motivation, trouver des gens qui pouvaient m'inspirer, moi, c'est plus au travers de dîners à Paris ou d'événements ou de rencontres que j'ai progressé, plus que... Alors, j'ai pas acheté de formation en IMO, j'ai lu des livres, donc je sais pas vraiment quel est le contenu aujourd'hui des formations, mais je considère qu'on apprend plus au travers de son réseau qu'au travers d'une formation. Et moi, c'est un peu le truc que je veux défendre. Je crois qu'aujourd'hui, la formation, dans tout ce qu'on fait, elle est devenue essentielle. Voilà. Par contre, on doit elle est gratuite, non? Tu ne trouves pas qu'elle est... Enfin, l'accès à la formation... Je pense qu'en réalité, il y a deux types d'accès à la formation. Je pense qu'en réalité, il y a l'information et il y a la formation. Aujourd'hui, l'information, elle est partout, elle est disponible partout, elle est gratuite. Maintenant, savoir recevoir l'information, la traiter pour que ça, quelque part, on s'auto-forme, c'est plus compliqué. Quand on a un formateur en face de soi, moi, j'ai toujours dit, j'ai fait 10 ans de formation, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un formateur qui est pratico-pratique et qui a une vraie expérience terrain. Parce qu'en réalité, le principe même d'une formation réussie, on va se nourrir en fait de l'expertise et de l'expérience et du vécu de la personne qui va nous former. Oui, c'est du Rex en fait. C'est du Rex. Quand en face de nous, on a quelqu'un en fait qui n'a aucune expérience et qui va être que sur de la théorie et des grands principes, et ben ça, au bout d'un moment, quand techniquement c'est ton porte-monnaie, que tu vas y mettre tes économies, tes triples là, sur ton front parce que tu as économisé et tu as épargné pour ça, là je dis juste vigilance. Parce qu'on le dit jamais assez, et ce que je disais, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure et je me suis un peu perdu, c'est que depuis quelque temps, la construction dans l'immobilier, les constructeurs immobiliers ne vont pas bien en France. Voilà, je veux dire, on est moins 40% de projets de construction, ce qui aussi peut être quelque chose de positif pour ceux qui veulent faire un projet de construction, parce que ça te permet de négocier, même en appartement, des lots qu'on pouvait pas négocier avant. Et donc, il faut aussi surveiller la solvabilité du constructeur. Et je le dis jamais assez souvent. Il ne faut pas hésiter. Aujourd'hui, on avait avant Infogreffe, Société.com. Aujourd'hui, il y a Papers qui a tout mis à disposition gratuitement, etc. en ligne et on paye plus. Et je dis toujours, retenez ce site, c'est Papers. Allez, n'ayez pas peur quand vous avez des constructeurs de maisons. Regardez leur sirette, allez voir un peu ce qui se passe, vérifiez les avis, voyez un peu où il en est, etc. Parce que en réalité, le constructeur, s'il n'a pas suffisamment de volume, vous êtes à risque et on le voit bien, on le voit bien dans plein d'émissions. Quand le projet s'arrête, vous allez quand même avoir le prêt à payer. Ouais, je crois qu'il y a eu 800 faillites en 12 mois, là, je crois, de constructeurs de maisons individuelles, quelque chose comme ça. J'ai pas le chiffre, donc je vais pas m'amuser quand j'ai pas le chiffre, je dis rien. Mais je sais juste que c'est catastrophique aujourd'hui, que le marché de la transaction dans l'ancien va mieux depuis quelques mois, etc. Et puis parce que aussi les banques se sont assouplies. Même si là, depuis maintenant 50 jours, on n'a pas de Premier ministre et qu'on a vraiment besoin que les choses bougent parce qu'on a vraiment besoin que le logement vienne une priorité nationale. On croise les doigts. Voilà, il faut que ça arrive. Mais ça, c'est un petit message subliminal. Mais en attendant, le vrai sujet, il est là, et de se dire méfiance quand on est dans la construction ou ailleurs, vérifiez toujours la solvabilité du constructeur. Voilà, faut pas avoir peur. Voilà. Ouais, moi, j'ai pris des retours terrain, j'ai été voir combien de maisons il avait actuellement, combien il avait en commande. Oui, au-delà de dire on va vous emmener chez un client témoin, oui, au-delà de ça, il faut quand même se vérifier les avis et prendre des contacts, etc. Et au-delà
au-delà des avis, c'est surtout de regarder la solvabilité, parce que ça peut être hyper dangereux. Ouais, c'est clair. Regarde les maisons Phoenix, du jour au lendemain, tout le groupe Geoxia qui a fermé. Ça s'est retrouvé avec un certain nombre de projets de construction qui n'ont pas abouti, et c'est compliqué. Ouais, c'est clair. Du coup, tu parlais un petit peu de la rentrée et tout ça. On peut peut-être parler un petit peu d'actualité, parce que en ce moment, il y en a pas mal. Comment tu vois un peu les choses, toi, sur le LMNP, est-ce qu'il y aura peut-être une nouvelle loi de défi, ce que tu penses? Est-ce qu'il va y avoir des... Aujourd'hui, tant qu'on ne choses... sait pas qui va être nommé comme Premier ministre, j'ai pas de boule de cristal et je vais pas m'avancer là-dessus. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'immobilier, en tout cas, a besoin pour les primo-accédants, et pas que, mais surtout pour les primo-accédants, d'une offre qui soit clé, qui soit forte. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, on abordait à un moment certains sujets par le Premier ministre, qui était de dire, l'ex-Premier ministre qui a donné sa démission, Gabriel Attal, qui était de dire à un moment, il faut directement, les frais de notaire, il faut les supprimer. Voilà. Ah oui, il y avait eu ça. Bien sûr. Oui, c'est une excellente idée, bien sûr. Je pense qu'il faut les supprimer. Il faut en fait trouver des actions immédiates qui permettent en fait de relancer la machine. Il n'y a pas le choix. Il faut qu'on trouve ce type de solution-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt des choses comme ça, très pratico-pratiques, qu'on doit avoir. Et si on regarde, je sais pas, mais on a passé combien de ministres du logement sur les 10 dernières années ou même les 5 dernières années, c'est énorme. Donc j'ai envie de dire que la priorité des priorités, c'est de retrouver déjà un gouvernement stable, à peu près stable, jusqu'aux prochaines élections, et qu'on puisse vraiment avoir une vision, un cap autour de l'immobilier. Et peu importe le prochain gouvernement qui ça sera, il faut que l'immobilier ait une place prépondérante. Au-delà de l'immobilier, c'est le logement des Français. Ça me paraît compliqué de supprimer les frais de mutation quand tu vois, je sais pas, qu'on est à 178 milliards de dettes. En fait, la problématique, c'est que ça représente beaucoup d'argent, je pense, dans le budget de l'État quand même. Bien sûr, mais en réalité, à un moment ou à un autre, on pourra récupérer sur d'autres choses. Il y a d'autres éléments qui sont peut-être moins importants. Il y a d'autres économies budgétaires. Moi, je sais pas, mais il faut juste qu'on regarde le nombre de personnes qu'on a aujourd'hui, le nombre de députés, le nombre de personnes qu'on a partout. Sur les frais de fonctionnement. Sur les frais de fonctionnement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être des plus grosses économies d'échelle à faire. Mais aujourd'hui, un des sujets de préoccupation, en tout cas des Français, à part, entre guillemets, l'alimentation, enfin le pouvoir d'achat, la sécurité, c'est le logement. Donc, qu'on soit bien d'accord, aujourd'hui, le logement doit être une priorité. Ça va pas bien. On doit épauler cette filière. Alors, bien sûr, ça va mieux que dans certains pays. On va pas non plus se dire bêtises. On n'est pas non plus les parents pauvres de l'immobilier en Europe. Mais au-delà de ça, on a un parc HLM qui est vétuste. Je veux dire, aujourd'hui, on le voit bien. Quand on parle de rénovation énergétique, de toutes ces choses-là, quand on se retrouve encore avec des conduits maçonnés de 80 qui n'ont pas été touchés, ou en fait, dans les HLM ou dans les immeubles, il y a de la filtration, où la qualité de l'air n'est pas bonne, tout le monde s'en moque, mais ça ne va pas. Donc, quand on parle d'un côté d'RT 2020, avec des nouvelles normes très précises, etc., et qu'on n'arrive même pas, en fait, sur notre parc immobilier, social, à faire le nécessaire, il y a un problème. Ouais, oui, c'est clair. Là-dessus, il y a pas mal de choses à faire. Sur la réno énergétique, je crois qu'ils sont un peu revenus en arrière. En fait, ils ont assoupli un peu les règles, mais ils ont remis des subventions jusqu'à la fin de l'année sur ma prime rénov, etc. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut inciter, il faut aller plus loin, il faut expliquer. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, quand un propriétaire n'a pas les moyens de faire baisser sa note énergétique ou de faire les travaux dans son bien, je pense que d'avoir ce type d'aide qui peut permettre un peu de trouver un consensus sur le prix et à l'acquéreur de se dire, je vais quand même pouvoir faire les travaux de mes rêves et acheter, ça ira mieux. Et l'autre sujet aussi en France actuellement, c'est que le marché sur un an, il a peut-être baissé en moyenne de 10%. Il y a des villes où il n'a pas baissé du tout. Mais n'oublions pas une chose, le pouvoir d'achat, il n'a pas augmenté et le banquier ne peut financer que le salaire moyen d'une région. Quand quelqu'un gagne 2 000 euros, il ne va pas pouvoir emprunter 500 000 euros. C'est une réalité. Aujourd'hui, on va de moins en moins sur 30 ans, on va de plus en plus sur 25 ans. Donc, je pense aussi qu'à un moment, au-delà des agents immobiliers, des mandataires immobiliers qui en permanence sont sur le terrain, le rappellent à leurs clients, je pense aussi qu'il faut que les clients ouvrent les yeux. L'immobilier, pendant 20 ans, il a énormément augmenté. Je ne parle même pas que de l'Île-de-France, partout en France, à la fois sur l'appartement, sur la maison. Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point de la réalité. Le point de la réalité économique. On n'a plus les moyens de nos ambitions. Il est hyper important que chacun se réveille un peu et comprenne qu'on peut toujours attendre l'acheteur qui va se dire j'achète sans condition suspensive, ok, pourquoi pas, ou qui va dire moi j'ai pas besoin d'acheter et tout. Le coup de cœur, on l'a de moins en moins et de plus en plus les gens veulent arriver dans des endroits où tout est déjà à peu près fait. Parce que les moindres travaux, les entrepreneurs sont difficiles à trouver, ça coûte très vite cher et les subventions sont pas si faciles à avoir, c'est des dossiers qui sont quand même assez longs. Et les mares sont pas tout le temps disponibles. Exactement. Donc tout ça pour dire qu'il faut quand même un peu pondérer les choses. Ouais, parce que toi tu fais référence aux courbes où on voit l'augmentation des salaires moyens des Français vs l'IMO et tu penses que du coup là ça va être on est arrivé à un point où il y a un tel écart entre l'évolution des salaires et l'évolution de l'IMO qu'on n'aura
n'auras pas les augmentations potentielles C'est la règle des en termes de 80, valo c'est la règle des 80-20. dans les années à venir. T'auras toujours, dans les règles des 80-20, tu auras toujours 20% qui pourront tout simplement aller plus loin et emprunter plus, mais toujours les 80% qui à un moment seront bloqués. Et à un moment, il faut être cohérent. Aujourd'hui, pourquoi? Il faut être clair, quand tu gagnes 1500 € et que tu peux pas habiter à Paris, c'est très difficile d'habiter à Paris. Tu es obligé d'aller en province. Tu tapes souvent 1h30, 2 heures de transport, aller-retour, quand les transports vont bien. Et tu le vois bien. Avant, on disait que Paris, la périphérie, c'était Vincennes, Fontenay, etc. Maintenant, avec le Grand Paris, ça va jusqu'à Roissy-en-Brie dans le 77. Voilà, donc on s'est écarté. On est passé de 15 km à pratiquement 30-40 km autour de Paris. Parce que tout simplement, au-delà de la qualité de vie, parce qu'on dit toujours depuis le Covid, on cherche la qualité de vie, on veut un balcon, on veut un espace vert. Non, c'est aussi la réalité économique. C'est arrivé à un moment, les prix sont devenus tellement importants. Voilà, quand tu es à Paris, il te faut combien d'années? Il te faut entre 15 et 20 ans pour amortir une partie de ton bien. Je suis désolé, c'est difficile et tout le monde peut pas aller aménager à Saint-Étienne où c'est beaucoup plus facile de rentabiliser son bien en termes d'années. Voilà. Donc je dis juste que mécaniquement, la réalité économique a fait que les gens se sont écartés aujourd'hui. Ouais, donc toi tu penses que le phénomène un peu qu'on voit de recul, c'est pas forcément des gens qui cherchent des jardins ou qui cherchent plus d'espace, mais aussi économiquement. T'as 20% qui vont être dans ce cas-là et t'as 80% c'est économique. Et c'est aussi parce qu'à un moment, tout d'un coup, t'avais un enfant, t'as 2 enfants, il te faut une chambre de plus. Grosso modo, une chambre de plus, t'as pas le budget pour acheter. Et puis c'est aussi, il faut être transparent. Quand t'achetais quand tu voulais construire une maison neuve avant le Covid, tu savais qu'à peu près pour 200 000 €, tu pouvais construire 220 000 €, tu pouvais construire 100 mètres carrés à peu près avec 3 chambres. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le même prix. Donc t'as plus 100 mètres carrés, t'en as 80. Voilà. Donc c'est une réalité économique. C'est-à-dire donc qu'est-ce que tu fais à un moment? Tu t'écartes et tu t'éloignes. Voilà. Alors après, faut pas se dire de bêtises. Il y a des gens qui ont bien gagné leur vie. Nos parents, il y a des investissements qui ont été faits dans les années 80-90. Tu t'en sors très bien. Un des premiers achats que j'avais fait à Paris, c'était un petit studio dans le Marais. Le jour où je l'ai revendu, ils me l'ont revendu en 48 heures. J'y croyais pas. Pratiquement 45% de plus que ce que je l'avais acheté à l'époque. Et on était dans les années 98. Tu vois. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Il faut pas rêver. Ça se fait plus. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on voit bien à Paris. Au minimum, t'es à 9 000 € du mètre, 8 500, 9 000 € du mètre carré. Et ça va très vite jusqu'à 18, 20 000 et plus du mètre carré. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, t'aurais d'autres mesures en tête un peu pour redynamiser l'IMO que tu défends ou au-delà des frais de notaire ou que tu as envie de partager? Alors, ce que je défends, c'est tout simplement de pouvoir en fait recréer une loi sur la redynamisation de l'immobilier avec des règles d'assouplissement, etc., qui soient à la fois pour aider nos primo-excédents, mais aussi pour aider nos investisseurs, parce qu'on a pas mal d'investisseurs en France. Et à un moment, l'investisseur, il faut aussi qu'on lui donne des carottes pour qu'il se dise, voilà, j'ai intérêt à faire ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tout au long de l'année, parce qu'il faut pas dire que l'État n'a rien fait. Il y a eu des choses, il y a eu des Pinel puissants, il y a eu des projets, des lois, la de Normandie, il y a eu des choses très bien, des Girardins qui ont été faites, etc. Ça a été vrai. Mais c'était beaucoup plus bonifié qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout s'est un peu effacé avec le temps. On a un peu l'État qui nous a dit, non, ça suffit, l'immobilier, on en a marre. Alors qu'en réalité, c'est un cercle qui est non vertueux, c'est-à-dire que c'est par à-coup. Alors, je pense que l'immobilier, on devrait l'aider tout au long des parcours, peu importe l'homme politique ou la femme politique qui est au pouvoir. Je pense que c'est vraiment un sujet d'actualité, un sujet de fond. Et il y a des gens aujourd'hui dans l'immobilier qui se battent depuis des années pour pouvoir aller plus loin. Et je pense que plus que jamais aujourd'hui, on doit aller maintenant te donner une règle précise de ce qu'on doit faire. On a des syndicats dans l'immobilier qui sont beaucoup plus puissants et qui ont une vision beaucoup plus large que la nôtre. Et moi, j'ai pas honte de dire, j'ai beau être directeur général aujourd'hui d'un réseau immobilier, je pense que seul on n'est pas grand monde et que tous ensemble on ira bien plus loin. Et je pense que nos syndicats doivent s'unir, voilà. Et c'est à eux de pouvoir en fait porter ce type de choses, bien sûr. Ouais. Oui, c'est vrai que même moi je comprends pas trop pourquoi l'État il abandonne un peu toutes ces incitations pour les investisseurs, parce que finalement de l'argent qui reste, je crois qu'il y a eu des records là d'argent sur les livrets A qui ont été encore annoncés, mais comme toujours, ça fait que de monter. Et en fait, quand la personne elle sort de l'argent du livret A pour faire de l'IMO, en fait, l'État il est super gagnant avec les frais de notaire, bien sûr, avec tout quoi, les sous-traitants, gestion locative. Je dis toujours, l'argent qui reste etc. sur un compte courant, ça sert à rien de toute façon. Voilà, il faut quoi qu'il en soit le placer quelque part. Ça, c'est une évidence. Le deuxième sujet est de se dire que ça rentre dans l'économie circulaire. Donc ça fait travailler tout le monde, de l'entrepreneur, enfin tout le monde y passe. Voilà, surtout qu'on voit bien depuis quelques années, l'entrepreneuriat va pas si bien que ça. On en a qui c'est toujours la règle des 80-20. On voit aussi beaucoup d'entreprises qui ferment. Il y a beaucoup d'agents immobiliers qui ferment. Il y a beaucoup d'investisseurs qui arrêtent. Je me dis juste qu'en réalité, c'est une question de cohérence. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de remettre de la cohérence dans l'État. L'État doit remettre de la cohérence. Ah, c'est clair. Une nouvelle loi des fiscs, je milite, moi. Mais il n'y a pas que toi, je pense qu'on est tous à militer. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dedans et dans quel délai? Parce qu'en réalité, on a besoin que ça aille vite. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que comme on est capable du jour au lendemain, après une élection, de dire je dissous l'Assemblée nationale, moi j'aimerais bien que du jour au lendemain, on nous dise voici une nouvelle loi de finances et elle sera appliquée dès le 1er janvier. Vous allez voir, elle va être top. Ouais, c'est clair. À bon entendeur. On peut toujours rêver, mais...
Écoute, apparemment avec ce gouvernement, tout est un peu possible. On verra. Ouais, c'est clair. On va voir à quelle sauce on va être, Exactement. à quelle sauce on va être mangé. Écoute, super. Et dans les actus, un peu, est-ce que toi, t'as d'autres choses à nous partager, des choses que tu sens? Qu'est-ce que t'en penses? Non, alors on voit bien là, par contre, la BCE baisse les taux. Voilà, ouais, c'est on peut annoncé. parler des taux, c'est intéressant. Voilà, la BCE baisse les taux. Faut être clair. Après, il faut pas oublier quelque chose. On entend souvent me dire en ce moment, il faut pas acheter, il faut pas vendre, le marché de l'immobilier va pas bien. Non, quand on fait 800 à 850 000 transactions par an, c'est des bonnes années. Faut être clair. Ce qui a dopé le marché, c'est le Covid. Quand on fait 1 200 000 transactions, ça, c'est pas cohérent, c'était de l'exceptionnel. Faut se le dire, on va pas les retrouver du jour au lendemain. Et je dis tout ça à tous ceux qui peuvent nous écouter, et notamment qui sont ou peut-être vendeurs et qui se disent, ou acheteurs, ils se disent, bah, de toute façon, moi, à un moment, je vais garder mon prix, je vais attendre. Non, arrêtez. Je pense, vendez. Voilà, comprenez, vendez, passez sur un autre projet, acceptez de faire des concessions. Et les acheteurs en feront aussi. Il faut relancer la machine. Ils commencent, là, je pense, à comprendre, là, les vendeurs que... Ça va un peu mieux, mais ouais, selon là, les régions, on attend toujours. Voilà. De toute façon, c'est toujours normal. On pense toujours qu'on a la plus belle voiture. Voilà. On a la plus belle personne avec nous. Voilà. Bah, il faut juste qu'à un moment, on puisse aussi remettre les choses en place. Et tu vois comment un peu, toi, les évolutions de taux? Parce qu'il y a plein de, plein de scénarios, là, différents. Oui, mais il y a des scénarios qui sont aussi joués avec l'inflation, etc. Parce qu'à un moment, on disait qu'on pouvait descendre en dessous des 3 en fonction de si on arrivait à baisser l'inflation, etc. Et, voilà. Et aujourd'hui, c'est pas tout à fait le cas. Donc là, on voit que sur les très bons dossiers, on arrive à avoir du 3,50 sur 25 ans, ce qui est déjà plutôt cohérent et plutôt bien. Parce que bon, avant ces exceptions où on était arrivé à emprunter même en dessous de 1%, aujourd'hui, on était en général entre 2,50 et 3,5. Voilà. Donc on commence en fait sur les très bons dossiers. Donc il faudrait qu'on puisse tourner autour de 3. Si on arrivait à, on va dire, premier trimestre l'année prochaine, arriver aux alentours de 3, ça serait vraiment très très bien déjà. Voilà. Mais la transaction dans l'ancien va déjà mieux. La promotion, on peut pas dire qu'elle est à l'arrêt total. Il y a quand même des choses qui se passent, mais pas suffisamment du tout. Ça redémarre un peu, mais c'est encore trop timide. Et là, par contre, le parc locatif, il est bouché. C'est-à-dire que là, on voit bien que dans les produits de location, c'est un peu compliqué. Voilà. Ouais, là, c'est les biens en location, c'est n'importe quoi. Là. Moi, je suis en train de mettre à louer les 6 biens là, sur un corps de ferme que je rénove dans les Yvelines, là, dans une zone que tu connais bien, entre les Mureaux et Mantes-la-Jolie. Et ouais, c'est hallucinant le nombre de dossiers qu'on reçoit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai tout augmenté. Très simple. Tu passes un bien en annonce. Pour faire simple, tu as très vite entre 5 et 30 coups de téléphone, mais très très vite. Voilà, je peux pas dire dans l'heure. Donc en réalité, j'incite tout le monde, en tout cas qui cherche un appartement, à avoir un dossier le plus complet. Si vous n'avez pas de garantie, allez récupérer la garantie Visal ou aller sur des sites comme Garant.me pour pouvoir avoir un certificat de cautionnement pour pouvoir vous aider et que votre dossier soit de plus en plus bankable pour le propriétaire ou l'agence immobilière que vous aurez en face de vous. Mais ça, je pense qu'il y a des locataires qui n'ont pas encore saisi l'attention et qui bossent pas encore assez leur dossier. Ils se rendent pas compte, parce que là, quand on met des annonces en ligne, c'est surtout oui. Ça, c'est une évidence par contre, parce qu'il y a encore des personnes qui sont surpris de se dire, mais attends, je comprends pas. Ouais. La réalité fait que tout le ralentissement a fait que des personnes qui étaient en location, qui voulaient être primo-accédants avec les taux, ne peuvent plus l'être, donc ils attendent. Il y a ceux qui disent, économiquement, ça va aller mieux, j'attends que les prix baissent, donc je vais me mettre à acheter à ce moment-là. Voilà. En réalité, j'ai 0 €, j'ai juste envie d'être riche, donnez-moi de l'argent. Alors je pense pas que ça fonctionne. En tout cas, ça fonctionne encore clair. Moins maintenant. Peut-être qu'il y a 25 ans en arrière, où on était moins regardant, on aidait un peu plus. Mais même il y a 5 ans, on empruntait à 110%. Oui, on arrivait, je suis d'accord. Oui, on arrivait là, à 110%. Contre, mais tu le faisais à 110% si déjà tu étais structuré. Tu avais un CDI, tu avais des cases. Stable, Aujourd'hui, il faut être clair. Si tu es au RSA ou au Pôle emploi, ou que tu es intérimaire, ou que tu es en CDD, tu peux dire ce que tu veux. Le banquier, même en 2024, il va pas te dire c'est super, on va t'aider à investir. Voilà. Par contre, si tu as du capital que tu as récupéré d'une entreprise, parce que il y a aussi des entreprises qui sont très bonnes, on parle des entreprises qui vont pas bien, mais tu as des entreprises où tu as des plans épargne entreprise, tu as des entreprises où tu peux récupérer de l'argent quand tu sors, des entreprises où tu peux être actionnaire à l'intérieur, etc. Donc ça te permet de réputer des capitales et ce capital-là, tu peux t'en servir justement pour faire des investissements. Le deuxième vrai problème, tu l'as dit tout à l'heure, je pense qu'en cours, on nous apprend pas suffisamment en fait à gérer un budget et à pouvoir faire de l'investissement. Comment on pourrait traduire notre investissement, etc. Et je pense que ça, c'est des choses, au même titre que l'éducation civique ou autre, où on devrait justement être beaucoup plus présent et beaucoup plus fort sur ces éléments-là. Ça marche. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est marrant que ton retour, parce que quand on parle de liberté financière, j'ai souvent ce retour de me dire, ah oui, mais tu me parles de liberté financière, mais la personne qui est au RSA peut pas l'atteindre. Oui, mais quand on parle de ça... J'ai pas dit qu'elle pouvait pas l'atteindre. Je te dis juste que si elle n'a pas d'épargne personnelle... C'est pas possible. Par contre, si demain... Parce qu'il faut aussi se dire la vérité, tu peux très bien te retrouver du jour au lendemain avec une maladie grave, un problème, une entreprise dans laquelle tu travaillais depuis 30 ans ou 20 ans, tu perds ton emploi, et du jour au lendemain, tu perds ton emploi, et puis tu en fais une dépression, tu perds ton couple, et pourquoi pas, tu perds ton appartement, ou tu peux perdre plein de choses, ou tu as fait de mauvais investissements, tu avais une entreprise, tu étais caution personnelle de ton entreprise, derrière, il faut rembourser la banque, tu perds beaucoup de choses, et à partir de là, tu te retrouves avec un revenu minimal. Voilà. Et par contre, si tu as un peu d'épargne, etc.,
ça t'empêchera pas de faire ton projet. Je dis juste que la banque, si quelqu'un qui est au RSA, la banque, si t'as pas énormément de fonds sur ton compte en banque, mais généralement c'est un peu antinomique, hein. Si t'es au RSA, c'est que t'as pas énormément de fonds sur ton compte. Sinon tu feras les choses différemment. Voilà. À partir de là, ça va être bien plus dur si tu dois faire appel à un emprunt. Oui, bien sûr, voilà, bien c'est sûr. la case emprunt. Après, pour le reste, je dis toujours dans la règle des 80, il y a 20%. Et dans les 20%, il y a 5% de malins. Et il y a 5% qui arrivent toujours à contourner, qui ont des bonnes idées, qui sont hyper énergiques et qui savent vraiment, et qui ont une vraie vision. Et ben, auquel cas, ça, c'est génial. Il y a des gens et je trouve qu'il y a des gens qui réussissent très bien assez jeunes et c'est parfait. Qui est cool. Faut être clair, j'ai acheté mon premier appartement, j'avais 21 ans. Oui, donc, à l'époque, c'était pas monnaie courante. Voilà. Aujourd'hui, ils veulent tous acheter. Ils veulent tous acheter. Voilà. Moi, j'ai un de mes collaborateurs à 21 ans, il est déjà propriétaire, etc. Et c'est rare. Je me dis, c'est bizarre. Mais il fait de l'invest, il fait des podcasts, il explique les choses. C'est drôle. Voilà. Ouais, c'est sympa. Parle-nous un petit peu, vu qu'on est bientôt sur la fin, un petit peu de WeInvest et du coup un peu du modèle pour ceux que ça peut intéresser. Parce que je sais qu'aussi dans mon audience, j'ai pas mal d'agents immobiliers qui me suivent aussi. Écoute, et donc, pourquoi pas aussi leur expliquer votre modèle, en quoi ça peut être intéressant pour eux. C'est très sympa. Donc, rapidement, en fait, nous, on est plutôt un modèle hybride. Et contrairement au système de mandataire classique, qui est un système MLM, où en fait, tu peux avoir une équipe qui travaille avec toi, etc., sous toi. Moi, je me suis dit, en fait, le premier constat dans la profession, par exemple, de mandataire immobilier, au bout de 15 mois, 60% des mandataires arrêtent. Voilà, parce qu'ils n'ont pas gagné leur vie. Et quand on sait que la commission rémunération moyenne sur une année en chiffre d'affaires, c'est 33 000 euros, quand tu es en reconversion, tu peux pas vivre. Et c'est pour ça que depuis 2024, on a de moins en moins de mandataires qui sont des mandataires en reconversion professionnelle. Sinon, il faut percevoir l'aide au retour à l'emploi, etc. Donc, je m'étais dit, en fait, moi, je vais plutôt être dans l'esprit que le mandataire immobilier chez nous puisse passer sa carte professionnelle, devenir agent immobilier, et pourquoi pas ouvrir une agence, mais non pas une agence physique avec une vitrine. Voilà, dans un premier temps, se dire, voilà, moi, je peux constituer une équipe, je vais ouvrir une agence, par exemple, de chez moi, ça va minimiser mes frais. On est toujours aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de surveiller ses coûts. Donc, quand t'as pas le loyer d'un local commercial à assumer, les charges qui vont autour, tu te dis, vite fait, en région parisienne, c'est entre 30 et 50 000 euros. Ça, c'était le deuxième point. Et puis après, je m'étais dit aussi, je vais m'adresser, par exemple, aux personnes qui sont déjà agents immobiliers, mais sur le terrain, mais qui ont besoin de beaucoup plus de marketing de proximité, aussi de communication sur les réseaux sociaux, d'outils digitaux et d'écosystèmes, voilà, pour récupérer des leads plus facilement. Et pareil, sur la franchise, on s'était dit, on va créer aussi un modèle. On va pouvoir s'adapter au chef d'entreprise qui fait déjà entre 600 et 700 et qui veut aller plus loin et qui veut faire le million, par exemple, de chiffre d'affaires. Et je m'étais dit, aujourd'hui, en France, tu as des modèles qui sont très silotés. Un réseau traditionnel fait que de l'agence classique en vitrine. Moi, je m'étais dit, non, mais en fait, il faut être flexible. Et ton mandataire peut devenir agent immobilier, mais ton agent immobilier peut devenir mandataire. Je m'explique, demain, tu travailles avec 2 collaborateurs, tes collaborateurs s'en vont. Ton local, en fait, avant, tu avais 50 visites dans ton local, t'en as plus que 3. En réalité, une annexe chez toi qui s'est libérée, en fait, pourquoi tu ouvres pas ton néo-agence ou que tu ne deviens pas tout simplement mandataire? Tu seras nettement plus gagnant. Et donc, je m'étais dit, le cercle, il est plus vertueux à être ensemble et à travailler intelligemment autour d'un fichier commun entre mandataire et agent immobilier, parce que, on l'oublie, mais tu as encore 35% des parts de marché qui, aujourd'hui, échappent aux professionnels en France. Alors que les lois ont jamais été aussi fortes et drastiques. Donc, j'ai envie de dire, on doit continuer à redorer notre blason, voilà, dans l'immobilier pour faire en sorte qu'on ait de plus en plus de particuliers qui nous fassent confiance. Et sur les particuliers, du coup, c'est quoi votre tranche de commission, tout ça? Est-ce qu'il y a de la nouveauté dans le modèle ou là-dessus vous êtes resté on est sur un barème aujourd'hui, on est sur un barème classique, on n'est pas les moins chers, on n'est pas les plus chers, on est en cohérence, parce que je pars du principe aussi que chaque prestation doit être faite. C'est comme quand tu vas au restaurant. Si en gros, tu penses que tu vas dans un étoilé Michelin et que ça valait le prix du brasserie, il y a un problème. Si par contre le travail est réellement bien fait, etc., je pense que personne a un problème à payer des honoraires ou la paire de baskets qu'on a envie d'acheter parce qu'on se dit, voilà, c'est celle-là. Je pense que toute une question de professionnalisme et de manière dont on fait les choses. Et moi, demain, quelqu'un qui trouve le bon bien au bon prix, aux meilleures conditions et qui fait le job, bien sûr qu'il mérite une commission. Ok, ouais, c'est très clair. Et t'as évoqué aussi la partie un peu que tu les aidais sur la partie lead. Donc moi, c'est un peu mon ancien métier. En fait, qu'est-ce que tu fais en fait, nous, on a tout automatisé avec Pipedrive, qui est l'équivalent d'un HubSpot, qui est un peu le concurrent. Mais comme on est plutôt à se dire qu'on veut se développer dans d'autres pays, on a pris Pipedrive parce qu'il est déjà très ouvert. Et on s'était dit, on va directement connecter le logiciel métier et toutes les entrées, tout notre écosystème autour en fait de ce lead scoring qui va nous permettre en fait de pouvoir en fait tout simplement apporter sur l'appli du mandataire ou de l'agent immobilier. Monsieur Dupont s'est connecté à 23h30. Voilà, c'est plutôt un acheteur. Vous avez 60% de chances de pouvoir le convertir et de pouvoir avancer comme ça. Là où aujourd'hui, les leads n'arrivent pas naturellement dans les réseaux. On s'est vraiment dit, nous, on va faire en sorte que tous les leads, on travaillera vraiment pour amener le lead parce qu'on sait que dans l'immobilier comme ailleurs, la guerre, c'est le lead. C'est celui qui a le lead. Et du coup, pour avoir le lead, on fait beaucoup de retargeting, de remarketing. On est très présent. Estimation IMO, du coup. Estimation, on est très présent, etc. Achat mots-clés ou autres. Et c'est vrai qu'on travaille à la fois le national et le local et on a toute une brique data-driven pour vraiment être tranquille et avancer pour nos clients qui sont nos clients agents immobiliers. En soi, je dirais que vous essayez d'être un réseau plus agile et d'être un peu plus en avance sur les technos. Voilà, il n'y a pas longtemps, on nous a dit
c'est tout bête. Hein. Il y a pas longtemps, on nous a dit qu'on était un peu l'Uber de l'immobilier. Voilà, quelqu'un qui nous a rejoint. J'ai envie de dire qu'en fait, très vite, Taxi G7 s'est remis à la page et a fait aussi bien que les deux modèles existent. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas meilleur qu'un autre réseau. On a pris de l'avance. Par contre, on est très à cheval sur l'accompagnement et sur le digital. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que l'avenir, il est dans le digital, dans l'accompagnement et dans les leads. Super. Bah écoute, j'étais ravi de moi cet aussi, échange Thibaut, ça me fait plaisir. avec toi. Ça m'a fait plaisir aussi. Et, écoute, pour ceux qui veulent suivre tes aventures, ils peuvent www.weinvest.fr ou Xavier Belvaux sur l'ensemble des réseaux. Voilà. Et ben merci à toi. Merci. Super.